Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Depuis la mort du jeune Naël, les quartiers s'embrasent, écoles, crèches, gymnases, mairies, commissariats, bibliothèques, médiathèques, conservatoires de musique, centres commerciaux, enseignes de la grande distribution, agences bancaires. De nombreux petits commerces sont attaqués, pillés, incendiés, détruits et même le mémorial de la résistance et de la déportation nanterre a été profané. Dans ce contexte, la France insoumise et le Rassemblement national soufflent sur les braises alors que les islamistes attisent le feu. L'heure est-elle à l'affrontement politique ou à l'unité nationale? Mais pour commencer, Hervé Marseille, comment vous réagissez à l'attaque à la voiture bélier enflammée contre le domicile de Vincent Jeanbrun? C'était cette nuit, et il s'agit du maire LR de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne. Oui, je connais bien Vincent Jeanbrun, c'est un ami, c'est le président du groupe majoritaire à la région Île-de-France, LR. D'abord, j'ai une pensée pour lui et sa famille, ce qui s'est passé. Puisque sa femme a été blessée, ses enfants ont dû quitter leur maison de toute urgence. Bien sûr, je lui ai envoyé un message, bien sûr, ce matin d'amitié, de soutien. Je crois que les élus sont en première ligne dans cette affaire, comme toujours. Mais pas au prix de leur vie. Je veux dire, on peut être au service de la population, mais pas au point d'en mourir ou de faire en sorte que sa famille soit atteinte. Là, on a franchi un cap. Il faut retrouver absolument les gens qui ont fait ça et les châtier. On ne peut pas continuer comme ça. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a des violences, vous venez de le rappeler. Les élus sont en première ligne. Or, les moyens manquent cruellement. C'est-à-dire que depuis des années, l'État a repris aux collectivités, année après année, des moyens. Donc, depuis des années, vous datez ça de quand ? C'est un mouvement qui est assez ancien, mais qui s'est accentué depuis 2017, il faut le dire. Et le prochain budget va être aussi une alarme. Je pense qu'il faut quand même arrêter de prendre de l'argent aux collectivités. Tous les maires en ce moment se plaignent, il n'y a pas assez d'effectifs de police, ils sont obligés d'embaucher des policiers municipaux. Les effectifs de police ont augmenté, comme les juges et les magistrats. Mais est-ce que ça veut dire que l'État, mais on parlera de ça après si vous voulez, que l'État doit se serrer la ceinture et pas les collectivités locales ou territoriales? On ne va pas rentrer dans les affaires budgétaires, mais enfin, les élus, les communes sont en première ligne, que ce soit socialement, et là, avec les problèmes d'ordre public. Vous voyez ce que ça va coûter, tout ce qui a été cassé? C'est des milliards. Parce que les médiathèques, les écoles, etc., il va falloir payer tout ça. Donc, que ce soit les assurances dont les factures vont augmenter, que ce soit les collectivités, les emprunts qu'il va falloir faire, tout ça va coûter très très cher. On va en reparler. Il y a donc eu ce maire attaqué à son domicile avec sa femme. Sa femme et ses enfants lui étaient en mairie, des mairies, des édifices publics, des commerces attaqués, incendiés pour certains détruits, et aussi des policiers blessés par balles. C'était dans la région de Lyon cette nuit. Ça peut déboucher sur quoi tout ça? D'abord, qu'est-ce que ça a à voir avec la mort du jeune Naël? Je veux dire, on peut être ému de ce qui s'est passé. On doit être ému. Oui, il y a une enquête en cours, la justice passera, et les responsabilités vont être établies. On peut comprendre qu'il y ait de l'émotion, mais piller des magasins Zara, Darty, voir des gens sur des vidéos qui s'enfuient avec des produits électroménagers, qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de ce jeune homme? Rien. Je veux dire, là, on est quand même passé dans un système semi-insurrectionnel avec des gens qui tirent, qui veulent tuer, qui cassent, qui brûlent. Donc sur quoi ça peut déboucher? La guerre civile? Non, il ne faut pas employer des mots. Certains le disent, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais je pense que la force doit rester à la loi. Moi, je soutiens l'action du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parce qu'il fait preuve d'efficacité. Je crois que les 45 000 policiers qui sont sur le terrain, il faut saluer leur action, il faut les soutenir. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu un problème à Nanterre qu'il faut assimiler... un problème à mort. À mort, oui, mais ce que je veux dire, c'est que les autres policiers font leur métier. Il y a aussi des policiers qui se font tuer parce qu'il y a des voitures qui refusent d'obtempérer. Ça, on en parle moins. Bon, et donc, c'est vrai que les policiers ont été très présents, et on voit bien que hier soir, même s'il y a eu encore beaucoup et trop d'exactions, il y a quand même... la température a un peu baissé. Alors, Gérald Darmanin ce matin a dit que la nuit a été plus calme que les précédentes. Est-ce à dire qu'Emmanuel Macron a eu raison de ne pas décider de recourir d'emblée à l'état d'urgence, comme le demandait d'ailleurs LR, Éric Ciotti, ou le Rassemblement national et Marine Le Pen? Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une fois que vous avez l'état d'urgence, d'abord, il faut le faire respecter. Ça demande des moyens considérables. Et après, on fait quoi?
C'est quoi le stade supérieur? C'est l'article 16 de la Constitution. Les pleins pouvoirs. Hein. Les pleins pouvoirs. Donc, au président de la République. On peut attendre. Là, la situation est quand même assez maîtrisée, même si, encore une fois, il y a des choses extrêmement violentes. Mais je crois que l'action du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et des forces de l'ordre fait en sorte que la situation soit assez maîtrisée. On va voir dans les jours qui viennent. Mais il faut que les parents, comme l'a dit le ministre de la Justice, soient responsabilisés. Responsabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un enfant, moi je suis père de famille, des enfants de 11 ans, de 13 ans, de 14 ans, dans la rue la nuit à 2 heures du matin, on se demande ce qu'ils font là quand même. Donc c'est normal que les parents soient responsabilisés et que s'il se passe des choses, ils soient mis à contribution. Parents responsabilisés, donc Emmanuel Macron l'a dit, Éric Dupond-Moretti pareil, et il dit, le ministre de la Justice, en gros que la justice doit passer Bien sûr. Si leurs enfants mineurs sont coupables, sont responsables d'exactions. Bien sûr. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Je soutiens pleinement cette démarche. C'est Éric Coquerel qui a dit ça, vouloir appeler la responsabilité des parents, comme l'a fait le président de la République, c'est du mépris de classe. Oui, mais attendez, et les filles, ils veulent la révolution. Ils soufflent sur les braises et c'est irresponsable. Je veux dire... c'est la politique, non pas de la terre brûlée, mais de la démocratie brûlée. Chaque fois qu'il y a des événements, ils sont toujours du côté des factieux, et là où les filles passent, la démocratie trépasse. Donc, je veux dire, ces gens-là, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent asseoir leur électorat, c'est des visées purement électoralistes. Ils veulent la révolution. Qu'est-ce que vous entendez par là? Asseoir leur électorat? Il s'assoit. On sait très bien que Jean-Luc Mélenchon, notamment au moment de l'élection présidentielle, a flatté l'électorat communautariste de communautariste, ça veut dire d'origine musulmane, ça veut dire? Bien sûr. Et donc, à partir de là, il leur donne systématiquement raison et c'est insupportable. On en reparlera de toute façon de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, l'actualité. Donc, état d'urgence. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour. Ça peut intervenir. Oui. On verra ça plus tard. L'utilisation de l'armée, comme le demandent certains, envisageable ou pas? L'armée n'est pas faite pour ça, hein. On le sait. En revanche, elle peut apporter sa contribution dans le cadre de l'opération Sentinelle. C'est-à-dire que les militaires peuvent remplacer des policiers dans un certain nombre de missions pour les libérer et pour qu'on ait plus de policiers. Par exemple, garder des édifices publics, garder des commissariats, garder des ambassades, etc., faire des patrouilles. Ça, l'armée le fait déjà et peut continuer à le faire. Ça libère des effectifs policiers, mais on ne peut pas envoyer l'armée en première ligne. Elle n'est pas formée pour ça. Qu'est-ce que... En gros, quand on vous entend, Emmanuel Macron a choisi la bonne stratégie. En tous les cas, pour l'instant, je crois que ce que fait le président... que font et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur va dans le bon sens et on ne peut que les soutenir. Est-ce que vous avez senti un besoin d'ordre, une demande d'ordre dans l'opinion chez vos administrés? Oui. Ils vous disent quoi? D'ailleurs, à travers tous les sondages d'opinion, vous voyez bien, on vous dit, est-ce que vous soutenez la police? Très majoritairement, les Français disent oui. Est-ce que vous voulez l'état d'urgence? Même si c'est inapproprié pour l'instant, ils disent oui. Tout ça traduit une volonté d'ordre, une volonté de calme, d'apaisement. Et je crois que quand on est dans un pays et qu'on veut y vivre tranquillement, effectivement, on a besoin d'ordre. Est-ce que, comme les deux syndicats de police, l'UNSA et Alliance, vous considérez que nous sommes en guerre, je cite les termes de leur communiqué, en guerre contre les nuisibles, la chienlit et les hordes sauvages? Je crois qu'ils emploient... Je comprends qu'ils puissent être un peu fatigués et qu'ils emploient des mots un peu excessifs. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre à leur place. Moi, je soutiens pleinement ce que fait la police parce que aujourd'hui, on oublie quand même que la police a été mise à contribution dans la réforme des retraites. Il y a eu de nombreuses manifestations. Là aussi, elles ont été violentes. Et avant, dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes. Enfin, depuis des années déjà, les policiers sont mis à rude épreuve. Donc vous parlez pas de, sont à la peine. Vous parlez pas de hordes sauvages. Ici vous parlez pas de nuisibles. Il y a des voyous, il y a les gens qui pillent, qui brûlent. C'est Nicolas Sarkozy en 2005, et ça lui avait été reproché, avait parlé de racailles. Oui, on peut les appeler comme vous voulez. Non, mais vous les appelez comment? Comment? Vous les appelez comment? C'est des petits voyous, Des caïds.
Même s'ils étaient caïds, je crois qu'ils ne seraient pas là. Les caïds, ils sont plutôt derrière. Mais encore une fois, l'émotion est indispensable. Il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas cautionner ce qui se passe. Je veux dire, cette violence, ça n'a rien à voir. On voit bien les images des gens qui pillent, qui volent. Je veux dire, c'est insupportable. Pensez à tous ces commerçants qui vont se réveiller avec leur magasin, leur outil de travail, leur entreprise. Ils ne peuvent plus aller travailler. Avec un certain nombre de chômeurs, des centaines bien de milliers. Bien sûr. Au passage, le ministère algérien des Affaires étrangères a fait part, je le cite, de son choc après la mort de Naël, qui était d'origine algérienne, se disant, je cite le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, soucieux de la quiétude et de la sécurité de ses ressortissants sur leur terre d'accueil, en l'occurrence la France. Comment ça vous fait réagir ? Ils n'en loupent pas une. Hein. Je veux dire, d'abord, si l'Algérie était un pays de cocagne, je pense que ça se saurait et qu'il y aurait de l'immigration dans l'autre sens. Si les gens viennent en France, c'est quand même parce que l'Algérie n'a pas été foutue de leur donner un emploi, de les protéger, de les éduquer, de leur donner la santé. Donc c'est assez cocasse. Enfin, je regrette quand même qu'on se soit fâché avec nos amis marocains, qui eux sont nos amis au Maghreb, avec lesquels on a une histoire et avec lesquels on travaille pour se rapprocher des Algériens, évidemment, qui nous vilipendent tous les matins. Ça doit remettre définitivement en cause, par exemple, cette visite d'État que devait effectuer le président algérien en France à l'automne prochain ? Écoutez, que les Algériens s'occupent de l'Algérie et puis tout ira bien. Il y a beaucoup de jeunes là-bas, ils ne trouvent pas d'emploi. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe dans leur pays. Hein. Et je trouve que ce genre de communiqué est déplacé. Une autre déclaration a marqué les esprits, c'est celle de la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle s'appelle Ravina Shamdasani, elle est originaire de Hong Kong. Elle a dénoncé vendredi des problèmes de racisme et de discrimination raciale en France. Je la cite, « Nous appelons les autorités à garantir que le recours à la force par la police pour s'attaquer aux éléments violents lors des manifestations respecte toujours les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. » Vous en pensez quoi ? La France est raciste ? Écoutez, franchement, raciste. Ça saurait... Malheureusement, le racisme, l'antisémitisme, ces choses-là sont toujours présentes à un moment ou à un autre. Mais ça ne veut pas dire que les Français sont racistes. Je veux dire, cette dame ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe à Hong Kong. Je crois qu'en matière de violence, là-bas, il se passe des choses. Donc, encore une fois, que chacun balaye devant sa porte. La France traverse un moment difficile. C'est lié à des circonstances très particulières. Et je crois qu'il nous appartient de régler les problèmes aussi pacifiquement que possible, avec les moyens et l'état de droit qui est le nôtre. Et que la police fasse son métier, elle le fait, et que la justice passe. Il faut des moyens supplémentaires, mais je crois que le garde des Sceaux s'emploie à leur en donner. Et alors, autre déclaration, Ouria Boutelji, porte-parole du Parti des indigènes de la République, a posté jeudi un message sur son compte Facebook où elle soutient la violence contre ce qu'elle appelle l'État policier. Cet islamiste et antisémite notoire et pourtant salarié de l'Institut du monde arabe, financé notamment par le ministère des Affaires étrangères et dirigé par Jacques Lang. Est-ce qu'elle a toujours sa place comme salarié de l'Institut du monde arabe ? Parce que ce n'est pas la première déclaration qu'elle fait. Elle a écrit un livre totalement antisémite, islamiste. Elle a fait tout un tas de déclarations. Elle est toujours là-bas depuis des années. Tout ça est insupportable. Là, Frédéric, ce matin, vraiment, vous faites un florilège. Mais je crois que vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. Tout ça est insupportable. Il faut arrêter de financer des organisations comme celle-là. Non, mais c'est pas financé, c'est l'Institut du monde arabe. Si, c'est financé par l'État, oui, mais bon, et par les pays étrangers. Mais là, cette salariée, elle est payée donc par des fonds publics. Mais elle doit être protégée par M. Lang, qui va à nouveau repartir à je ne sais plus quel âge comme président de l'Institut du monde arabe. Il faut mettre de l'ordre là aussi là-dedans. On ne peut pas continuer à laisser faire des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'elle doit être licenciée ? Oui, bien sûr, elle doit sortir. Elle doit sortir. Elle dit des choses qui sont insupportables. Sortir, ça veut dire qu'elle ne doit plus travailler Elle ne doit plus travailler là-bas. Et vous demandez... D'ailleurs, je vais questionner le gouvernement dans les meilleurs délais sur ce sujet. Donc Catherine Colonna, pour savoir... savoir dans quelle position est cette dame et quel est son statut et comment on peut la laisser s'exprimer de cette façon-là. Alors, on revient au climat, au contexte politique. Si à droite et à l'extrême droite, on réclame plus de fermeté, à la gauche de la gauche, et vous en avez parlé il y a quelques minutes, à savoir à LFI, on explique les émeutes par l'injustice dans les quartiers populaires.
est-ce que c'est la bonne grille de lecture? Et puis après, on parlera des déclarations des uns et des autres. À l'évidence, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas occupé de ces quartiers. Ou on s'en est mal occupé parce qu'on a déversé des milliards et des milliards depuis les années 90. Voilà. Je crois d'abord que tout ça concourt à faire le lit de Mme Le Pen en 2027. Premier point. Ça, on en reparlera. Oui, mais c'est la première conséquence. Parce que Mme Le Pen, on ne l'entend pas beaucoup. Elle passe sous les radars. Elle accueille tout ça avec beaucoup d'intérêt. Parce que si ça continue, c'est au premier tour qu'elle va être élue, cette dame, en 2027. Tout ce qu'on voit à la télé concourt à renforcer son parti et sa candidature. Donc c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est élue en 2027, quoi qu'il se passe. Je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en 2027. En tous les cas, on voit bien que tout ce qui se passe dans ce pays depuis maintenant des mois, voire quelques années, concourt à faire en sorte que son élection soit facilitée. Alors on en reparlera. Mais donc... La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment se mettre autour de la table parce que les mêmes causes ont les mêmes effets. Il y a déjà eu des émeutes. Ouais. Hein. Là, régulièrement. Hein. Oui, mon ami Jean-Louis Borloo avait beaucoup travaillé sur ces sujets. Je regrette que son rapport ait été enterré. Ouais. On a parlé de rapports faits par des mâles blancs et à l'époque... il avait été assez humilié par... C'est le président de la République qui avait dit ça. Oui, hein bon... on va mettre ça sur le compte d'un mauvais moment. Et voilà. Jean-Louis Borloo, vous pensez qu'il peut être rappelé, qu'il peut jouer un rôle au sein du gouvernement? En tous les cas, je sais qu'il est toujours attentif et que si on lui demande, il pourra toujours apporter sa contribution. Mais de quelle manière? Attendez, c'est sérieux? En étant ministre? Oui. Non, mais ça, moi je suis pas... C'est pas le président. C'est au président de la République de dire avec qui il veut travailler. Non, mais est-ce que pour vous, ça serait une bonne idée? Oui, bien sûr. Jean-Louis est toujours prêt à apporter sa contribution. Mais qu'est-ce qu'il pourrait jouer comme rôle au gouvernement? Mais ce n'est pas forcément au gouvernement, mais simplement qu'on mette les gens autour de la table et qu'on essaie de trouver des solutions. Au commissaire, quelque chose Oui, simplement, je crois qu'il y a un besoin de travail en collectif. On sait très bien que les maires tout seuls ne peuvent pas faire le job. L'État tout seul... Les maires, M-A-I-R-E, pas maires... Bien sûr. Et les patrons des communes ne peuvent pas faire tout seul, l'État ne peut pas faire tout seul, les associations, etc., etc. On voit bien qu'il y a un angle mort de la politique, c'est la politique sociale. Un des aspects, c'est notamment le logement. On voit bien aujourd'hui que nous sommes face à un énorme problème qui est celui du logement. Et comment le résoudre? Parce qu'on dit ça depuis des années. Hein. Oui. Des années. Alors il y en a qui disent qu'il y a trop de logements sociaux et d'autres, il n'y en a pas assez. Vous dites quoi, vous? Il en faudrait davantage, et de logements tout court, privés ou sociaux. Mais, non, mais pour loger les gens issus des classes populaires, il faut des logements sociaux. Bien sûr, sauf qu'il faut de la mixité, il faut répartir, il ne faut pas les mettre au même endroit. On est toujours tributaire, j'allais dire... Ça dépend des maires aussi, que certains maires ne veulent pas dans leur commune de logements sociaux. Ça existe aussi, mais ce n'est pas l'essentiel quand même. Hein. Des logements sociaux, vous en avez partout. Le problème, c'est qu'on a créé des cités dans les années 60, qu'on a du mal à se sortir de ces ghettos où on manque de services publics, d'associations, de moyens, etc. etc. Et ce n'est pas en les brûlant qu'on va améliorer les choses. Ali Rabé, le maire Génération Est, c'est-à-dire le parti de Benoît Hamon de Trappes, il dit « Si on ne démolit pas ces ghettos, nous sommes condamnés à revivre le même scénario ». Vous approuvez ce qu'il dit, a priori, parce que j'entends. Vous observerez deux choses. Premièrement, ça touche toutes les communes, qui soient de gauche ou de droite. C'est-à-dire tout le monde, M. Ali Rabé, qui n'est pas franchement de droite, il fait le même constat que d'autres élus de droite ou du centre. C'est Manuel Valls qui avait parlé, c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus, d'apartheid social. Oui, voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que cette fois-ci, les insurgés, les émeutiers, ne s'attaquent pas seulement à des institutions d'État, c'est-à-dire les mairies, la police, etc., etc. Ils s'attaquent à des institutions culturelles, des médiathèques, des centres culturels, etc., etc. Quelque part, ça montre un rejet de la culture, un rejet de la France supplémentaire. Et donc, ça doit nous interroger. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Rejet de la France supplémentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'attaque pas simplement à l'État français, on ne s'attaque pas simplement à ses représentations, à l'ordre, à l'autorité, on s'attaque aussi à la culture, les écoles. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas français? Ou qu'ils se sentent exclus? Il faut l'analyser. Qu'ils se sentent exclus, Voilà, parce que s'attaquer à des écoles, à des centres culturels, à des médiathèques
qui sont utiles aux jeunes, aux petits, qui sont là l'été, qui voient les bandes dessinées, des films, etc., les écoles qui les éduquent, c'est quand même un vrai sujet. Ça veut dire qu'il y a quand même un rejet non seulement des institutions et de l'autorité, mais il y a un rejet de la France. C'est un rejet de la France ou c'est la France qui les rejette ? Alors après, on peut travailler beaucoup sur ces sujets-là. Je crois que jusqu'à présent, la France a fait beaucoup d'efforts. Donc le problème est de savoir cette intégration, cette façon d'essayer de faire en sorte que chacun trouve sa place dans la République, eh ben, on a échoué. Est-ce que vous comprenez le sentiment d'abandon qui existe dans les banlieues et dans les quartiers populaires ? Je n'y vis pas, donc je ne vais pas faire celui qui connaît. Je sais simplement qu'on a mis beaucoup d'argent, qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé, beaucoup d'engagement, d'implication de la part de beaucoup d'acteurs sociaux et d'élus. Et force est de constater que nous avons échoué. Il y a des milliards qui ont été déversés depuis des années. L'ANRU, justement, la politique menée avec mon ami Borloo, on voit bien qu'on a rénové le cadre de vie, ce qui était important, mais on n'arrive pas à trouver la façon de créer le contact avec ces familles, avec ces jeunes, pour les former, leur trouver des emplois. Comment vous expliquez qu'il y a ces révoltes, ces émeutes dans les quartiers, dans les banlieues, et rien parmi, par exemple, les paysans, les agriculteurs, qui sont dans des situations comparables ? Vous avez totalement raison, parce que ce déclassement qu'on vit, que les Gilets jaunes quand même avaient mis en évidence il y a quelques années, aujourd'hui on voit bien que les petits agriculteurs souffrent terriblement, tous ceux qui font du commerce ou qui travaillent dans des petites communes ou des villages également souffrent, et c'est pas pour autant qu'ils mettent le feu partout. D'ailleurs, vous noterez qu'en Corse il se passe rien. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'ils règlent les problèmes eux-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fermeté, elle vient de la population elle-même. Mais ça veut dire que sur le territoire métropolitain, il faudrait que les citoyens se... Il ne se passe rien à Ajaccio, vous observerez qu'il ne se passe rien à Ajaccio. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Personne n'ose bouger là-bas. Mais pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un climat qui fait que je crois que la population l'accepterait pas et réglerait les problèmes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que ça soit généralisé ? Non, parce qu'on ne peut pas faire justice soi-même, on ne voit pas ça. Mais ça vous fait sourire quand vous dites ça ? Oui, parce que on voit bien quand même qu'il y a 2 poids 2 mesures. Ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup de permissivité sur le territoire national et qu'on a laissé faire tellement de choses qu'aujourd'hui le rapport de force fait que les émeutiers savent bien que la police ne va pas dépasser une certaine limite d'action parce qu'elle aura peur, j'allais dire, des conséquences. Ce serait quoi les conséquences ? Les conséquences de sa fermeté, c'est encore plus de violence. Vous avez vu que cette nuit, quand même, il y a un policier qui a été touché par balle réelle. Mais ça veut dire que le modèle corse, il faudrait l'appliquer sur le territoire national. C'était un clin d'œil, c'était un microclimat à Corse. Mais simplement... Non, parce que je sens que ce que vous dites, ça va être commenté. C'est pour ça que je vous relance là-dessus. Bon, ça a été dit, je ne suis pas le premier à le dire. Ouais. Le fait est que, simplement... vous m'avez interrogé au début de notre entretien, la politique qui est menée par le ministre de l'Intérieur, qui consiste à faire preuve de présence policière, de fermeté et de réponse adaptée aux émeutiers, écoutez, on voit bien que ça porte ses fruits. Maintenant, parce que quand vous dites qu'il se passerait à Ajaccio, il s'est passé des choses quand même, par exemple à Angers et puis d'autres communes, des espèces de ratonnades. La chasse aux habitants des quartiers. Oui, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Je veux dire, la violence, elle doit être contenue d'où qu'elle vienne. On est dans un état de droit, donc chacun doit respecter les règles de droit. Alors, Sandrine Rousseau, elle a posté ce tweet, et si le pillage avait à voir avec et c'est dans la continuité de ce que vous disiez sur l'état des quartiers et des banlieues, sur la politique de la ville. Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement et pas juste sécuritairement. Vous en pensez quoi ? Et puis il y a eu cette réponse du maire d'hiver droite de Francoville, Xavier Melki, je suppose que vous le connaissez, qui a répondu ceci à Sandrine Rousseau: « Mais ferme ta putain de gueule », je cite ses propos, et viens voir dans les mairies comment ça se passe, pauvre fille. Qu'est-ce que vous en pensez de la déclaration de Sandrine Rousseau et de la réponse de ce maire de Franconville ? Sandrine Rousseau est habituée à faire des déclarations un peu énervantes, et je trouve que mon collègue de Franconville, il a peut-être eu des mots excessifs, parce que ce sont des mots qui sont un peu violents aussi et vulgaires. Je pense qu'il est fatigué par les nuits passées sur le terrain. Bon,
c'est vrai que Madame Rousseau, comme ses amis verts, pour certains d'entre eux, comme les filles, poussent le bouchon toujours un peu loin, quoi. Je veux dire, ils sont en dehors de la République, ils veulent autre chose. C'est-à-dire quoi, ils sont en dehors de la République? Ils veulent la révolution. Ils veulent la révolution. Ils soufflent sur les braises. Je veux dire, quand M. Mélenchon dit finalement il faut préserver les Alors on va reparler, on va justement, Mélenchon, puisque vous en parlez, j'ai 2-3 questions sur lui. Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de députés LFI comme David Guiraud ont refusé d'appeler au calme au début des émeutes. Le député LFI, Louis Boyard, il a même dit qu'il ne s'agissait pas d'émeutes mais d'une révolte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qui souhaiteraient que ce soit une révolte. Ouais. Eux souhaiteraient que ce soit une expression de cette nature. Ouais. Mais c'est autre chose. Je pense qu'ils ont tort. Eux, ils soufflent sur la braise parce que ils considèrent que ça fait partie de leur électorat. Bon, moi... alors, je relance sur ce que vous disiez à l'instant. Jean-Luc Mélenchon, qui a évolué dans ses commentaires dans une vidéo publiée vendredi soir. Il s'était adressé notamment aux plus jeunes, à travers ces mots, je le cite, « L'école, il ne faut pas y toucher, la bibliothèque, le gymnase, tout ce qui est à nous tous, qui est notre bien commun. » Vous êtes de ceux qui applaudissent Mélenchon quand il dit ça ou qui considèrent, au contraire, comme l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qu'en disant cela, il considère que tout le reste, on peut le brûler. Bien sûr. Il sélectionne, je suis d'accord avec Bernard Cazeneuve, Monsieur Mélenchon, il sélectionne ce qu'on peut brûler et pas brûler. C'est quand même fort de café. Je veux dire, il devrait plutôt appeler à la paix s'il a de l'influence. Comme d'ailleurs les footballeurs de l'équipe de France, Monsieur Mbappé, ils devraient utiliser leur position. Ils devraient. C'est ce qui a été fait 2 jours après la déclaration. Mais les premières déclarations n'allaient pas dans ce sens-là. Eux aussi, ils avaient tendance à souffler sur les braises. Mais il y a l'émotion qui compte aussi. Bien sûr, mais je veux dire, ils ont une forte influence médiatique. Ils sont admirés, ils sont regardés, notamment dans les milieux populaires, par tous ces jeunes. Oui, les footballeurs. Bon, eh bien, qu'ils utilisent leur notoriété au service de la paix. Mélenchon et les filles ont-ils, comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, que vous avez applaudi il y a quelques minutes, donc il dit que ce sont les complices moraux des exactions qui sont commises. Vous dites la même chose ? Oui, quelque part, ils sont des complices, parce qu'ils soufflent sur les braises. Il, qui est Monsieur Mélenchon, pour mettre un nom, Monsieur Mélenchon et ses amis soufflent sur les braises. Et donc, il faut qu'ils arrêtent, j'allais dire, cette politique. Oui, il faut plutôt qu'ils utilisent leur notoriété et leur influence à calmer les jeux, à calmer les gens, à calmer les jeunes, et à leur dire, bon, écoutez, on comprend votre émotion, mais maintenant... Stop, tout ça ne sert à rien, sauf à vous pénaliser eux-mêmes et vos familles, vous-même et vos familles. Et vous disiez au début de l'émission que où LFI passe, la démocratie trépasse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils se mettent en dehors du jeu démocratique en jouant la violence. On l'a vu au moment de la réforme de la retraite avec, vous avez cité M. Boyard, enfin jouant avec un ballon à l'effigie d'un ministre. Il y avait Thomas Porte, pardon. Mais M. Boyard, etc. Bon, ils se caractérisent toujours par des comportements qui sont quand même très particuliers. Factieux, c'est vicieux. Factieux, non, c'est vicieux non plus. Ils sont élus. Donc légitimement élus, mais qui utilisent leur mandat au service du calme, de la paix, et qui poussent plutôt à faire en sorte que les jeunes rentrent chez eux plutôt qu'à tout casser. Mélenchon qui a vu cette phrase, la police tue. Est-ce que ça a pu contribuer au climat ambiant contre la police et contre les autorités du pays ? En tous les cas, on ne peut pas dire que ça facilite l'adoration des services de police. Donc M. Mélenchon, quand il est en campagne... par exemple présidentielle, il est bien content d'être protégé par des policiers qui viennent matin, midi et soir l'accompagner pour le protéger. Je crois que la police a payé un lourd tribut. Il peut y avoir des policiers qui commettent des erreurs, comme dans n'importe quelle catégorie professionnelle. Bon, il y a des enquêtes, ils sont sanctionnés comme tout le monde. Mais la police tue, c'est pas acceptable de dire des choses comme celle-là. Quand vous parlez de communautarisme de la France insoumise, ça veut dire quoi ? On sait très bien, il y a eu des papiers entiers dans les journaux, que la France insoumise s'est appuyée sur des communautés dans les communes pour... Non mais communauté, c'est pas clair. Communauté, ça veut dire quoi ? Des communautés d'origine maghrébine en particulier, islamistes, que ce soit aux élections municipales ou aux élections présidentielles. On a bien vu que... Aux législatives aussi ? Aux législatives, il y avait une proximité et que LFI donnait toujours raison et flattait les préoccupations
préoccupations de l'ensemble de ces communautés. Bon, c'est comme ça. Et donc là, ça va contre l'intérêt du pays ? Je pense simplement qu'il faut être très prudent parce que le tissu, on l'a vu, le tissu social en France est très inflammable. Nous sommes dans un pays très fracturé. Il faut plutôt appeler au rassemblement, il faut plutôt appeler à la paix sociale, à l'ordre républicain, que de souffler sur les braises et de pousser les jeunes en particulier à la violence. Mélenchon, il cherche quoi ? À prendre le pouvoir ou à détruire les institutions et la République ? Et est-ce qu'il est toujours républicain ? La France insoumise est-il toujours un parti républicain ? Oui, je veux croire que c'est un parti républicain, je veux croire qu'il cherche à être élu donc dans le cadre républicain, simplement, il ne faut pas qu'ils en sortent. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence, parce que M. Mélenchon n'accepte pas beaucoup les observations qui peuvent lui être faites. Je pense qu'il faut plutôt, encore une fois, qu'il se serve de sa capacité d'influence pour faire en sorte que ce pays retrouve le calme. Et alors, il cherche à quoi, Jean-Luc Mélenchon ? À prendre le pouvoir ou à détruire la France et ses institutions ? Jusqu'à preuve du contraire, il cherchait plutôt à gagner les élections et à prendre le pouvoir. Donc moi, je le combats parce que je ne partage pas ses idées, comme je partage encore moins celles du Front National. Mais je pense que si on ne fait pas attention, on va se réveiller dans la douleur en 2027. Alors justement, qui est le plus dangereux ? C'est Mélenchon ou c'est Le Pen ? Je pense qu'ils sont aussi dangereux l'un que l'autre. Simplement, face à M. Macron, il n'y avait pas grand monde. On l'a vu aux dernières élections présidentielles. En 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. C'est la Constitution qui le dit. Et donc, il faudra trouver des candidats républicains qui pourront concourir. Bon, écoutez, on verra. C'est un peu trop tôt pour en parler. En tous les cas, aujourd'hui, il est clair que Mme Le Pen a pris d'avance. Elle est déjà, depuis plusieurs élections présidentielles, au second tour, depuis 2002, où son père est arrivé face à Jacques Chirac. Et aujourd'hui, elle n'est pas très loin du but. Donc, avec ces situations qu'on voit tous les jours à la télévision, dans les radios, tout ça concourt à améliorer encore son score. Ça veut dire que ces émeutes, ces manifestations Jean-Luc Mélenchon font réagir les gens et qui, vous l'avez dit tout à l'heure, ont un besoin d'ordre. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est quelque part un agent électoral de Marine Le Pen ? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est que souffler sur les braises, c'est faire plus de violence, c'est amener plus de voix à Mme Le Pen. Qu'est-ce que cette crise doit changer en ce qui concerne le projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, qui est attendu, a priori, pour l'automne au Sénat ? Moi, je crois d'abord qu'il faut un cadre européen. Avant de faire des lois françaises, il faut un cadre européen. J'étais au Maroc il y a quelques jours avec le groupe d'amitié du Sénat. Nous avons vu les autorités marocaines. On n'a pas été reçus dans les institutions, ni dans les ministères, ni au Parlement. On a été reçus chez les gens, dans les partis, etc. Et c'est un signe. Pourquoi il y a un froid entre la France et le Maroc. Et quand on dit aux Marocains, on va vous donner moins de visas, parce qu'il faut que vous repreniez des gens qui sont chez nous et qui n'ont pu y être, les conditions... On le dit au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie. Oui, mais ça ne se passe pas très bien. Mais vous comprenez cette position de la France ou pas ? Oui, mais tout ça se négocie, se discute. Pourquoi ? Parce que les Marocains nous disent, écoutez, vous voulez nous donner moins de visas, pourquoi pas ? Bon, en attendant, on va passer par l'Espagne. Donc c'est pour ça que ça doit bien sûr discuter au plan européen, parce que la migration, elle se fait par le sud, c'est toujours les mêmes pays, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Espagne, Malte, et donc c'est au niveau européen qu'il faut créer des cadres. Aujourd'hui, il y a des discussions qui ont repris, Dieu merci, puisque c'était en rade depuis 2020, le pacte d'immigration et d'asile. On voit bien, par exemple, que les Polonais et les Hongrois s'opposent à la répartition. Il y avait un dispositif spécial qui avait été mis en place. Il n'y a que 13 pays sur 27 qui l'ont signé. Et ça veut dire que quand vous avez par exemple un bateau comme l'Océan Viking qui arrive en France, il y a 500 personnes, normalement ce pacte permet de dispatcher. Voilà. Sauf qu'il y a la moitié des pays européens qui ne veulent pas. Et alors, sur le projet de loi immigration, et vous êtes plus proche justement du projet de loi de Gérald Darmanin sur l'immigration, du projet de loi de Gérald Darmanin ou des propositions de LR ?
C'est pas aussi binaire que ça. Je crois qu'il y a des propositions partout. On est en train d'en parler. Mais vous dites pas, j'exclus totalement ce que propose Gérald Darmanin. Ah ben non, il y a une grande partie de ce que propose Gérald Darmanin, d'ailleurs, qui a été adopté en commission des lois du Sénat par tout le monde. Il y a des points d'accroche qui sont très forts. Tout ou rien. Non, mais il faut trouver des compromis. Il n'y a pas de... On peut trouver des compromis, vous pouvez Oui. Ouais. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. D'ailleurs, pour l'état d'urgence non plus. Il faudrait discuter. Donc, il n'y a pas de majorité, malheureusement. Mais comme l'état d'urgence est demandé par LR, a priori, ça sera voté. Oui, on peut l'imaginer. Bon, mais il faut trouver des compromis. Par exemple, il y a un sujet, c'est la régularisation des métiers en tension. Bon, ça vous êtes pour, je suppose. Darmanin le propose, moi je suis favorable. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que dans les cuisines, sur les chantiers, surtout avec les Jeux Olympiques, il y a des métiers, on ne trouve pas de gens pour travailler. Il y a des gens qui sont là depuis des années qui bossent. C'est pas tout à fait la position de LR. Je sais, c'est nécessaire à l'économie. Les industriels, les commerçants le demandent. Bon, on peut encadrer ça. Donc ça veut dire que si je vous comprends bien, vous pourriez voter ce projet de loi. Oui. Enfin, il faut voir les conditions. Mais parce qu'il faut faire quelque chose. Je veux dire, on a voté les retraites alors qu'il y avait des millions de gens dans la rue. Je veux dire, on ne va pas s'opposer à l'immigration alors qu'il y a un besoin de trouver des formules. Voilà. Et est-ce qu'il faut discuter des projets de loi les uns après les autres ? Il y en a un certain nombre qui vont être en débat à l'Assemblée et au Sénat. Ou est-ce qu'il faut avoir une discussion globale avec le gouvernement ? Déjà, pour les 6 mois à venir, par exemple. Ça serait positif si on pouvait mieux travailler, c'est-à-dire trouver des points de compromis préalables. Simplement, il faut que le gouvernement le veuille. Il ne suffit pas de le demander. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position de la Première ministre. Je dois la rencontrer dans les jours qui viennent. Je vais bien voir ce qu'elle dit, ce qu'elle propose. Mais je crois qu'il faut essayer de rationaliser ce travail, puisque de toute façon, les textes sont votés. Donc autant les préparer avant. Alors, dans ce contexte de crise dont on a parlé depuis le début de l'émission, assez largement, d'émeutes et de remise en cause, voire de rejet de l'état de droit et de la République, quelque part, est-ce que l'heure est à l'affrontement politique ou est-ce qu'il est à l'unité nationale ? Est-ce qu'elle est, pardon. Je crois que quand il y a une crise, et qu'il y a une crise violente comme celle que nous traversons, l'heure n'est pas à la polémique. Je pense que c'est pour ça que moi j'apporte mon soutien aux autorités, au ministre de l'Intérieur comme à celui de la Justice. C'est important. Après, on fera les bilans. Après, on verra ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et on en parlera. Mais quand vous dites l'heure n'est pas à la polémique, il n'y a pas de polémique à avoir. Non, mais est-ce que ça veut dire, puisque vous savez très bien que Nicolas Sarkozy, par exemple, a appelé à plusieurs reprises Emmanuel Macron à tendre la main aux députés LR et du centre, comme vous, et vous invite à accepter un rapprochement avec lui. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit aller dans ce sens et comment ? Et est-ce que vous seriez prêt à accepter la main qui pourrait vous tendre ? Écoutez, là, le 13 juillet au soir, la session parlementaire va prendre fin au Sénat. Parce que vous avez des élections ? Il y a des élections sénatoriales. On verra ça à la rentrée, après début octobre, et on verra quelles sont les propositions du gouvernement. Donc, en fait, vous dites pas non, mais vous dites il faut attendre les élections sénatoriales. Par principe, on dit jamais non. Non, mais il faut attendre les élections sénatoriales. Oui. Et après les élections sénatoriales, tout est possible ? On va voir encore une fois qu'est-ce que propose le gouvernement. Là, avec la situation de violence que nous traversons, on ne parle plus des problèmes de modification du gouvernement. On ne parle plus de remaniement, vous avez vu. Là, voilà, vous croyez qu'il est renvoyé à plus tard ? Parce que là aussi, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Bon, on verra plus tard. Voilà. Et on parle plus du pouvoir d'achat, on parle plus de l'inflation, on parle pas des 3 000 milliards de dettes que nous avons. Tout ça est remisé dans un mois, une fois que les choses seront revenues. Ou après les sénatoriales. Voilà. Donc on verra ça. Ça vous fait sourire, vous dites pourquoi pas. Mais par principe, on va pas dire non. Je veux dire non à quoi ? Aux propositions du chef de l'État ou du gouvernement. Qui pourrait vous appeler appeler à travailler, mais pas dans n'importe ministre d'Emmanuel Macron, non. Non, Vous préféreriez être président du Sénat ? Moi, je suis sénateur. Non, pas du tout. Non. Il y a un très bon président du Sénat et il va être élu et je le soutiendrai. Mais
je pense qu'il y a tout un pan de la politique aujourd'hui qu'on n'évoque plus, notamment la politique sociale. On a parlé du logement. Il y a le problème de la dépendance pour les personnes âgées. Il y a on va parler de l'euthanasie aussi. Voilà, du pouvoir d'achat. Et tout ça, on n'en parle pas. Il va falloir en parler parce que ça aussi, c'est le quotidien des gens. Vous disiez tout à l'heure, Marine Le Pen, elle engrange en gros tous les jours un peu plus. Vous dites, je suis encore plus opposé à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon. Pour éviter qu'elle soit élue, est-ce qu'il ne faut pas une coalition? Est-ce qu'il ne faut pas une entente entre la droite et la majorité d'Emmanuel Macron? C'est une question sérieuse. Hein. Oui, c'est vrai que la tripartition, le fait qu'il y ait 3 blocs, la droite, qu'on va qualifier nationale, la gauche, NUPES sous toutes ses formes, et puis ce qu'on va qualifier de bloc central, modifie la vision qu'on peut avoir. C'est vrai que l'espace politique du centre droit, comme l'espace politique de M. Cazeneuve et de ses amis, est extrêmement restreint. Et donc ça appelle à la réflexion. Le centre droit, c'est vous? Centre droit, c'est LR, c'est nous, c'est tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la majorité relative. Donc éventuellement avoir un seul candidat pour ce camp en 2027 pour la présidentielle. C'est un peu osé pour l'instant, mais il faut y réfléchir, parce que s'il y a plusieurs candidats, le risque, c'est qu'elle soit élue. Ah oui, c'est ça. Donc il faut s'entendre sur un candidat. En tous les cas, sur le moins de candidats possible. Ouais. Parce qu'on est dans un pays où c'est compliqué de dire aux gens de ne pas être candidat. Mais il faudra réfléchir à rationaliser les candidatures. Sinon, à coup sûr, on fait élire un extrémiste. Donc, une coalition avant, ça peut être... Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Et vous y réfléchir encore plus après les sénatoriales. Certainement. Et Gérard Larcher, pareil? Ça, il faut lui demander à lui. Et vous en avez parlé avec lui? Vous l'inviterez la prochaine fois. Vous en avez parlé avec lui, qu'est-ce que vous en pensez? On évoque, on échange. Il vous dit quoi? On verra après les sénatoriales. Il vous dit ça, on verra après les sénatoriales? On verra tout ça après. On verra tout ça après les sénatoriales. Après les sénatoriales, il y a les européennes. L'UDI, dont vous êtes le président, pourrait s'allier avec Renaissance, avec la majorité, et présenter une liste commune? Tout est sur la table. Là aussi, on verra bien quelle est la situation l'année prochaine. Non, mais tout est sur la table, c'est-à-dire que c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas blanc-noir. On va attendre. On sait déjà pas ce qui va se passer à la fin du mois, même dans les jours qui viennent. Et vous m'interrogez sur l'année prochaine. Bon, on se reverra d'ici là. Mais sur l'Europe, il y a l'Europe. Vous êtes plus proche, il y a beaucoup de convergence. Plus proche de Macron ou de LR? Globalement, on est plus proche de la majorité sur les thèmes. La majorité de bien sûr. Macron. Donc une liste avec eux. Non, mais il faut ça. Je veux dire, tout est possible. On peut continuer à avoir une liste seule, mais c'est vrai que l'expérience a montré que c'était pas forcément la plus grande efficacité. Celui qui vous avait précédé il y a quelques années, il avait fait un score très très restreint. Oui, enfin, si on avait été avec la majorité à cette époque-là, il serait arrivé en tête. Bon, c'était aussi un calcul qu'ils auraient pu avoir. Mais donc là, c'est pareil d'ailleurs, parce qu'on voit les sondages. Voilà, et encore une fois, je ne sais pas ce que va proposer LR, qui va tirer la liste chez LR et quels seront les projets des Républicains. On va voir ça. Bellamy, c'est votre tasse de thé ou pas? Barnier. Comment? Barnier ou Bellamy? Bon, je connais bien Michel Barnier. Chacun sait que c'est un Européen convaincu. Je n'ai pas de problème avec Michel Barnier. L'Europe aujourd'hui est dominée par le conflit en Ukraine, par la guerre de Poutine en Ukraine. La stratégie de la France est la bonne? Et pour l'instant, la stratégie de l'Europe est... En tous les cas, c'est un conflit qui a eu au moins, si on peut parler d'effets positifs, un effet, c'est de réveiller l'Europe, c'est de réveiller l'OTAN. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose, et je crois qu'on a besoin de plus d'Europe. À tout point de vue. On a parlé de la migration, mais sur le plan commercial, sur le plan de la défense, sur le plan social, sur toutes sortes de points. On voit bien la difficulté des Anglais depuis qu'ils ont quitté la communauté européenne. Donc on a besoin de plus d'Europe, et donc il faut y travailler. Et pas de Frexit. Voilà. Donc vous, c'est l'Europe avant tout. Et donc, comme vous le disiez à l'instant, vous êtes plus proche de Macron, on verra, que de LR. On verra. Vous voulez me faire dire des choses, on verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Merci en tout cas, Hervé Marseille. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de session au Sénat. Merci. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.